Le président du Faso, aux côtés de ses pairs du Conseil de l'Entente à Niamey, au menu les questions sécuritaires, mais aussi le fonctionnement de la doyenne des institutions sous-régionales. Dans ce journal, les grandes conclusions. Et puis après la pluie, le cauchemar hier dans la nuit au service des urgences de l'hôpital Yalgado Ouedraogo, les malades et le personnel les pieds dans l'eau. Pour la énième fois, le Premier ministre promet des mesures urgentes, des dégâts également à la Direction générale des transports terrestres et maritimes. Images, commentaires et réactions dans un instant. Et puis cette information qui devrait à coup sûr intéresser les candidats au H 2016. Les inscriptions sont ouvertes depuis ce matin et cette année, elles se font sur une plateforme électronique, une innovation pour éviter les erreurs. Les pèlerins qui n'ont pas pu effectuer le voyage l'année dernière sont prioritaires. Explication à suivre. Le concert de l'amitié n'aura pas lieu. Il devait réunir le week-end prochain au stade municipal de Ouagadougou des grands noms de la musique comme Greg, Diabaté du Mali ou encore Franco du Cameroun. Il a été tout simplement interdit. Dans un instant, les explications du secrétaire général du ministère de la Culture, M. Stanislas Meda. Et puis le Soudan du Sud qui renoue avec ses vieux démons depuis 2 jours de violents combats, secoue le plus jeune État du monde face à face. Les combattants du président Salva Kiir et ceux du vice-président Riek Machar, on compte déjà des centaines de morts, parmi lesquels un casque bleu chinois. Des violences qui coïncident avec le 5e anniversaire du pays et qui font craindre le pire. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le président du Faso est rentré ce soir même de Niamey, dans la capitale nigérienne. Roch Marc Christian Kaboré a pris part au sommet des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente, la doyenne des institutions sous-régionales. Plusieurs sujets d'actualité étaient au menu, dont la menace terroriste. Le président du Faso fait ici un premier bilan des propos recueillis par nos envoyés spéciaux Yacouba Gamene et Lazare Pouya. Il s'est agi non seulement de faire le point de la nouvelle gouvernance qui a été mise en place au niveau du Conseil de l'Entente, mais également de constater tout l'effort qui a été fait par le secrétariat exécutif pour pouvoir faire rentrer les arriérés que les États avaient. Je dois pouvoir dire qu'aujourd'hui, en termes de trésorerie, le Conseil de l'Entente ressort avec plus de 4 milliards en termes de trésorerie, donc sur la base des recouvrements qui ont été faits par les États. Et je pense que d'ici, je dirais, l'année prochaine, la plupart des États auront régularisé, en tout cas, leur situation vis-à-vis du Conseil de l'Entente. Et ça a été l'occasion, en tout cas, de saluer également le Conseil de l'Entente pour tout ce qu'ils ont fait au moment de l'insurrection et au moment également de l'organisation des élections au Burkina Faso et de témoigner encore de la reconnaissance du peuple burkinabé vis-à-vis de cette institution-là. Au-delà de cela, nous avons discuté de la coopération au plan politique. Au plan politique, nous avons arrêté un certain nombre d'indices qui doivent nous permettre de faire le point aussi bien sur la gouvernance que sur la sécurité dans notre sous-région. D'abord, nous avons adopté l'indice Ibrahim pour la gouvernance, je dirais, en Afrique. Et il s'agit donc de pouvoir apprécier, je dirais, la gouvernance politique dans la sous-région. Nous avons également adopté l'indice Mo Ibrahim pour faire le point également de la situation sécuritaire dans la sous-région, ce qui va nous permettre de comparer entre les différents pays l'état de la sécurité que nous pouvons avoir. Et nous avons décidé enfin que les ministres chargés de la sécurité et des frontières doivent se réunir une fois par an pour faire le point, mutualiser nos informations et nos moyens de travail donc en matière de lutte contre le terrorisme. Et enfin, nous avons porté le président Faure Yadema à la présidence donc de notre institution, en tout cas pour l'année en cours. Et puis le Premier ministre bissau-guinéen est au Burkina. Il est arrivé cet après-midi à Ouagadougou. Bassirou Dia dit être venu pour prendre part à une séance de travail avec la commission de l'UEMOA. Urbain Benito Somé et Draman Guéné. Bassirou Dia est ici accueilli à sa descente d'avion par Paul Kabatieba. Le Premier ministre bissau-guinéen est au Burkina dans le cadre de sa tournée sous-régionale auprès des institutions financières.
Il aura donc à Ouagadougou une séance de travail avec la commission de l'UEMOA. Nous, on a des projets avec l'UEMOA. Donc, dans ce sens-là, on est pour discuter avec l'UEMOA, pour mettre en place tous les projets qu'on a assignés avec la Guinée-Bissau et l'institution UEMOA. Bassirou Dia dit aussi être porteur d'un message du président bissau-guinéen aux autorités burkinabè. Sur cette question, l'hôte du jour n'en dira pas plus. Et puis ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État à l'occasion de la cérémonie de lancement officiel de la campagne nationale 2016 de distribution universelle de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, placé sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées ce mardi 12 juillet 2016 à 16h précis dans l'enceinte du CSPS de Cambouensin, district sanitaire de Signoguin, Ouagadougou, région du centre. L'heure limite d'arrivée est fixée à 15h30. Et puis cette session extraordinaire qui s'est ouverte cet après-midi à l'Assemblée nationale, 2 semaines pour examiner quelques grands dossiers, notamment la rectification du budget 2016, mais aussi la création d'une caisse de dépôt et de consignation. Le film de la cérémonie d'ouverture avec Issaka Ouedraogo et Draman Dadian. Cette session extraordinaire de l'Assemblée nationale se tient à la demande du gouvernement. Au menu, d'importants projets de loi à examiner par les députés. Des projets de loi à un trait à la loi rectificative des finances numéro 2 pour prendre en compte l'incidence financière de la loi 081. Et le deuxième projet de loi a trait à la création d'une caisse de dépôt et de consignation. Cette caisse de dépôt et de consignation est un instrument financier qui vise à créer un instrument pour le gouvernement afin de répondre aux sollicitations de nos populations en matière de santé, en matière d'eau et surtout en matière de création d'emplois. Le 4e projet de loi est relatif à des procédures d'urgence pour la passation des marchés. Alors, donc il faut que l'on voit un peu le contenu de tous ces différents projets de loi-là pour en juger. Et tout ça, on attend de voir l'application. Une fois votées, ces lois permettront à l'exécutif d'agir plus efficacement pour répondre aux aspirations des Burkinabés, selon le porte-parole du gouvernement. Il faut savoir qu'un certain nombre de choses ont été annoncées pour le quinquennat et que la répartition se fait de chaque année. Et nous avons obligation donc en tant que gouvernement à respecter les engagements de cette année. Donc ces lois qui sont présentées sont très importantes pour nous. Cette session extraordinaire ne saurait excéder 15 jours, précise le président de l'Assemblée nationale. Et Salif Diallo d'appeler les parlementaires à se mettre au travail et avec professionnalisme. Et puis, je vous le disais en titre, une pluie nocturne qui se transforme en cauchemar pour le personnel, mais aussi pour les malades de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. L'eau a envahi notamment le service des urgences pour la énième fois. Le Premier ministre et quelques membres du gouvernement sont allés constater la situation. Des mesures urgentes sont annoncées. Moussa Ouedraogo, Draman Guinée. Les patients et le personnel les pieds dans l'eau. Ces images publiées sur les réseaux sociaux hier dans la nuit montrent l'ampleur du sinistre. Une fois de plus, le service des urgences de l'hôpital Yalgado Ouedraogo est inondé. Le service de neurologie a été un peu touché également donc par ces inondations, même de moindre ampleur que ce que nous constatons au niveau des urgences où toutes les salles ont été donc traversées par l'eau. Nous sommes tous conscients que le problème vient de l'extérieur de l'hôpital que de l'intérieur de l'hôpital parce que les voies d'évacuation des eaux à l'extérieur de l'hôpital ne sont pas correctement, pour ne pas dire n'existent pas. Il est pratiquement minuit. Le Premier ministre et quelques membres du gouvernement sont là pour soutenir le personnel et les patients, mais aussi pour évaluer la situation. Il y a des mesures structurelles que nous devons prendre de gouvernement, c'est faire en sorte que le système d'évacuation des eaux fasse en sorte que l'hôpital ne soit plus inondé. Ça, c'est une mesure structurelle. Donc, je demande au ministre de me proposer rapidement, dès demain, il viendra me faire le point sur les mesures d'urgence qu'il faut prendre.
mais également les mesures de fond qu'il faut prendre pour essayer de mettre fin à cette situation qui est inacceptable. Cette première inondation cette année au service des urgences de l'hôpital Yargado Ouedraogo appelle des mesures immédiates car la saison des pluies ne fait que commencer. Voilà, des inondations qui ont également touché la Direction générale des transports terrestres et maritimes. L'eau s'est engouffrée dans plusieurs bureaux. 9000 fonds de dossiers, de cartes grises et de nombreux permis de conduire sont presque irrécupérables. Constat, Gérard Sommet et Oumou Sissé. La Direction générale des transports terrestres et maritimes à l'arrêt après la pluie de la nuit du dimanche 10 juillet. Ce sont environ 9000 fonds de dossiers de cartes grises et 7000 fiches d'évaluation des candidats et des permis de conduire qui se sont retrouvés sous les eaux. Des dossiers pour la plupart irrécupérables. Les premières inondations de 2009, il y a un certain nombre de mesures qui avaient été prises. Si ces mesures n'avaient pas été prises, les dégâts allaient être encore plus énormes. Mais les pluies diluviennes arrivent et ne se ressemblent pas. Donc la hauteur que nous avions initialement prévue, la pluie d'hier a dépassé cela. Donc il faudra encore qu'on réfléchisse pour trouver en tout cas une autre forme. Les services des immatriculations et des cartes de transport, de la normalisation, contrôle et des réceptions techniques et le service des archives sont les plus touchés. Au niveau des dégâts, c'est sur le plan de l'électricité. Effectivement, on a appelé un électricien pour venir en tout cas faire le diagnostic et on attend le résultat de ce diagnostic avant de prendre toute décision. Puisque en fait, actuellement, toute l'électricité est paralysée au niveau de la direction. En attendant que tout rentre dans l'ordre, des mesures sont prises pour que le travail reprenne dans les meilleurs délais. Les nouveaux élus locaux face à leur ministre de tutelle aussitôt installé, l'heure est déjà à la concertation. L'occasion pour tous ces nouveaux maires d'exprimer leurs attentes et leurs besoins pour le bon accomplissement de leur mission. Ils ont également pris connaissance de leurs attributions et de leur domaine de compétences. Gérard Sommet et Nyar Kiteda. C'est le premier face-à-face entre le ministre d'État, Simon Compaoré, ministre en charge de la décentralisation, et les nouveaux élus locaux. À l'entame de leur mandat, l'exercice s'impose comme une nécessité impérieuse afin de les outiller sur les enjeux de la gestion des affaires locales. Des constats peuvent être faits. D'abord, de nombreux acquis qui ont été enregistrés dans la mise en œuvre du processus. Ensuite, il y a que la décentralisation économique n'a pas été suffisamment prise en compte dans le processus de décentralisation. Face à cette réalité, le gouvernement privilégie une vision prospective, une vision qui campe le paysage des collectivités dans le long terme, avec comme défi à relever la participation entière des populations à la mise en œuvre de la décentralisation. Pour y arriver, les échanges seront axés sur les attributions des exécutifs locaux à travers quelques points saillants. Parlons également des relations entre l'État et les collectivités territoriales, du rôle du maire en tant qu'officier d'état civil et du président du conseil de collectivité en tant qu'officier de police judiciaire. Nous nous entretiendrons avec vous également du rôle du président du conseil des collectivités territoriales en tant que coordonnateur du budget. À la date d'aujourd'hui, 14 communes n'ont toujours pas désigné des maires et des pourparlers sont en cours pour y parvenir. Vous êtes candidat au Hadj 2016, eh bien voici une information qui devrait vous intéresser. Les inscriptions sont ouvertes depuis ce matin et elles se font cette année sur une plateforme électronique, une innovation pour éviter les erreurs. Les pèlerins qui n'ont pas pu effectuer le voyage l'année dernière sont prioritaires. Tout est mis en œuvre pour que tout se passe bien cette année. Foi du ministre Simon Compaoré, Jean-Eudes Bayala et Mounir Akiri. C'est parti pour les inscriptions au Hadj 2016. Cette année, 38 agences de voyage ont la charge du recrutement des pèlerins. Les inscriptions vont s'effectuer avec le passeport et directement sur une plateforme électronique. Une plateforme qui doit permettre d'éviter les cas d'erreur et de fraude. Ce sont des règles
édictée par les autorités saoudiennes. Une plateforme électronique dont la manipulation est maîtrisée par des gens au niveau du comité. Et également, je crois que les agents de voyage ont également été briefés sur la manière dont l'enregistrement devrait être fait sur cette plateforme électronique. Pour le Hajj 2016, l'État a exceptionnellement pris des mesures pour accompagner les pèlerins, a souligné le ministre d'État Simon Compaoré. Au rang de ces mesures, les frais de restauration et les frais aéroportuaires. Le président du Faso a pris la décision, malgré le contexte difficile, de façon exceptionnelle. Il a accepté de prendre en charge les frais, tout ce qui est frais aéroportuaires ici, et qui ne seront pas imputés au coût du Hajj. Pour ce qui concerne les passeports, le ministre d'État rassure. Le Comité national de suivi du pèlerinage travaille en étroite collaboration avec l'Office national d'identification et le service des passeports, et tous les candidats au Hajj seront servis. Les adolescentes d'abord, c'est le slogan du jour. C'est la journée mondiale de la population, priorité cette année à cette frange essentielle de la population, les jeunes filles dont l'épanouissement reste contrarié par de nombreux obstacles. Paul David Bambara, Olopoda. 11 juillet, journée mondiale de la population. Une activité stratégique pour revisiter les engagements pris en faveur des différentes couches de la population. Cette année, l'attention est portée sur les jeunes filles confrontées à d'énormes difficultés. Sketch et témoignages pour mettre en lumière les défis et les obstacles auxquels font face les adolescentes au Burkina. Savez-vous que les grossesses chez les adolescentes sont depuis peu devenues un réel fléau dans toutes nos régions, y compris le milieu scolaire? Les statistiques collectées par le ministère de la Santé, rien qu'en milieu scolaire, sont assez parlantes et méritent que les autorités accordent plus d'attention à la question. Améliorer le capital humain des jeunes filles en situation de fragilité, les communautés sont ici appelées à l'action. Le gouvernement annonce des mesures fortes avec l'adoption prochaine du PNDS, le Plan national de développement économique et social. L'investissement, c'est à beaucoup de niveaux. C'est des investissements au niveau scolaire. Nous l'avons vu au cours de la cérémonie qu'on vient de quitter. C'est des investissements sur le plan sanitaire, en communication, sensibilisation, ainsi de suite, leur donner les pleines capacités de se réaliser. Et le gouvernement, effectivement, a ça au cœur donc, du Plan national de développement économique et social. Et ces actions-là sont déjà même en chantier et se poursuivront. Pour aller au-delà des simples mots, pour poser des actions politiques d'investissement au profit des adolescentes. C'est le souhait des associations œuvrant dans le domaine de la promotion des politiques de population et les partenaires techniques et financiers. Et la communauté internationale accompagne ce processus parce que, comme vous le savez, 2016, c'est la première année de mise en œuvre des objectifs de développement durable. Et l'un des principes fondamentaux des ODD, c'est ne laisser personne derrière. Ne laisser personne derrière, c'est mettre en œuvre des politiques qui permettent de prendre en compte toutes les couches de la population où qu'elles se trouvent. Tous ici ont pris l'engagement de multiplier la sensibilisation afin qu'une attention particulière soit accordée à l'épanouissement des adolescentes. Question de leur permettre d'aborder une vie d'adulte productive. Et parmi les pratiques d'un autre âge qui plombent l'épanouissement des jeunes filles, les mutilations génitales féminines. Après de longues années de sensibilisation, les acteurs de la lutte sont unanimes. Il faut désormais accentuer la répression en appliquant les textes dans toute leur rigueur. Urbain Benito Sommet, Amandine Lalsaga. Madame Sika Kabouri, épouse du président du Faso, lance ici un projet qui vise le renforcement de la collaboration et l'action juridique pour mettre fin aux mutilations génitales féminines. L'objectif est d'accélérer l'abandon total des MGF au Burkina Faso. Il y a des tests qui existent, il y a des lignes vertes qui sont là, qui sont mises en place, mais il faut continuer à sensibiliser et à tous les niveaux. Sensibiliser au niveau du système de l'appareil judiciaire pour que les tests soient appliqués.
au niveau des communicateurs pour qu'ils puissent sensibiliser largement. Ce projet a été initié par l'ONG internationale Equality Now en collaboration avec l'ONG burkinabé La Voix de la Femme. Une initiative qui concerne 3 pays, le Burkina Faso, le Bénin et le Mali. Il s'agit de voir avec les acteurs nationaux comment nous pouvons renforcer les acquis de terrain en matière d'action juridique et quel type de collaboration il faut mettre en place avec l'appareil judiciaire. Pour l'année 2015, le Burkina Faso a enregistré 150 victimes de MGF en dépit des actions conjuguées de sensibilisation et de répression développées par les différents acteurs, selon Mariam Lamizana. Cette nouvelle stratégie mise en œuvre par Equality Now et La Voix de la Femme ambitionne de faire de la tolérance zéro au MGF une réalité au Burkina Faso. L'incivisme ou les Kogolwego, des sujets sérieux mais qui ont fait rire ce week-end dans la salle des banquets de Ouaga 2000. Des humoristes en vogue se sont emparés de ces questions. Résultat, une soirée de détente au grand bonheur des spectateurs. Kwale Nebié, Aimé Solange, Gigman. Dans la salle des banquets de Ouaga 2000, on assiste au spectacle de la 2e édition de Top Vacances Humour. À l'affiche de ce gala humoristique, le groupe Gombo.com. Regarde pas, papa a dit que depuis que les policiers là sont là, les policiers là sont trop allèges maintenant. Comment ça? Ils courent plus derrière pour c'est moto les attrape maintenant. À travers ce spectacle intitulé Incivisme, jeunesse, carême ou kolowego, ce duo comique aborde la problématique de l'éducation, de l'incivisme et de la situation nationale. Nous constatons actuellement que nos parents en ont marre, parce qu'actuellement ça ne va chez personne. On se demande pourquoi les gouvernants ne nous disent pas qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc maintenant il va falloir prendre des policiers policiers, des policiers militaires, des policiers gendarmes. Également sur la scène humoristique de Top Vacances Humour, Lazare Premier, Bala, Ali Ponré Premier et bien d'autres artistes venus apporter leur soutien. Ensemble, ils ont égayé et donné de quoi réfléchir au public ouagalais. Ils ont réussi à nous sensibiliser, nous faire part des réalités du pays. Depuis 7 ans, on voulait faire attaquer un nouveau segment, c'est la salle des banquets. Et sincèrement, on est content déjà pour une première édition. C'était pas ce qu'on voulait, mais on est fiers déjà d'avoir pu relever le défi. Vous n'avez pas besoin d'aide. Donc on ne peut pas votre argent gratuitement comme ça. L'argent de Burkinabé, on ne peut pas. 1 million seulement, Arafat a bouffé. Son manager a enfermé. Top Vacances Humour entend également faire découvrir et promouvoir de nouveaux talents. Rendez-vous est pris pour 2017 pour la 3e édition. Voilà, une soirée tout en humour qui a bien eu lieu donc ce week-end. Le concert de l'amitié, je vous le disais en titre, lui n'aura pas lieu. Il devait se tenir le week-end prochain au stade municipal de Ouagadougou avec donc des grands noms de la musique comme Greg du Burkina, Diabaté du Mali ou encore Franco du Cameroun. Il a été tout simplement interdit par le ministère de la Culture. Alors pour les explications, nous avons sur ce plateau le secrétaire général du ministère de la Culture, M. Stanislas Meda. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le Conseil de l'amitié a été interdit. Est-ce que vous pouvez nous donner les raisons? Eh bien, merci beaucoup de nous donner l'occasion d'expliquer un événement qui tient à cœur tous les mélomanes du Burkina Faso, qui malheureusement ne pourra pas se tenir tout simplement parce que des individus, un groupe d'individus décide d'organiser une manifestation donc culturelle sans être soumis donc à la réglementation. Il s'agit notamment d'une licence d'entrepreneur qui est exigée à tous les entrepreneurs donc, qui organisent de telles manifestations et qui représente un peu comme leur acte de naissance. Et ensuite, une autorisation par rapport à la manifestation qu'ils devraient faire. Malheureusement, donc, les organisateurs n'ont pas cette licence. Ils n'ont ni la licence ni l'autorisation. Ok, mais on a vu également, M. Meda, sur les réseaux sociaux, en tout cas quelques artistes burkinabés qui ont protesté contre la venue au Burkina donc, de Franco, en tout cas l'artiste musicien camerounais, dont on juge en tout cas peut-être l'un des clips un peu
en tout cas en délicatesse avec les bonnes mœurs. Est-ce que cela a pesé également dans la décision du ministère de la Culture? Pour nous, je pense que le Burkina Faso est un pays de culture. Je dirais même que c'est une puissance culturelle. Donc, il y a beaucoup d'activités qui se mènent. Mais je crois que c'est davantage cette réglementation que j'ai suivie tout à l'heure avec beaucoup de plaisir. Tout ce qu'il y a eu comme question pour sensibiliser en matière d'incivisme. Je pense qu'il y a lieu aujourd'hui que nous puissions mettre en place effectivement un système pour respecter notre réglementation. Autrement dit, nous allons tous aller à la dérive. Et je crois que c'est vraiment ça qui a été à la base donc, de cette interdiction-là. Franco n'est pas non grata au Burkina? Non, nous n'avons pas envisagé la situation dans cette logique. Alors aujourd'hui, si ces mêmes organisateurs se conforment à la réglementation et reconduisent le même plateau, est-ce qu'en ce moment on peut dire que ça va passer? Je crois que ce sera une autre question. Mais pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils n'ont pas été en règle et donc par conséquent, ce concert ne pourra pas se tenir malheureusement. Et je suis très désolé pour tous les mélomanes qui auraient souhaité y être. Moi aussi, je vois par exemple les gens comme Greg et d'autres artistes de grande renommée internationale que j'aurais aimé aller voir, mais malheureusement que je ne pourrais pas voir à cause d'une telle situation. Merci, M. Meda, d'être passé sur notre plateau pour toutes ces explications. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, actualité hors de chez nous. À présent, le Sud-Soudan qui renoue avec ses vieux démons. Depuis 2 jours de violents combats secoue le plus jeune État du monde. Face à face, les combattants du président Salva Kiir et ceux du vice-président Riek Machar dans la capitale Juba. On compte déjà des centaines de morts, parmi lesquels un casque bleu chinois. Des violences qui coïncident avec le 5e anniversaire du pays et qui font craindre le pire. De violents combats ont lieu depuis 2 jours à Juba, la capitale sud-soudanaise. Les forces loyalistes et les anciens rebelles continuent de s'affronter malgré la réprobation de la communauté internationale, impuissante. Vendredi dernier, les combats auraient fait près de 300 morts. Au moins un casque bleu chinois a perdu la vie dans l'attaque d'un véhicule blindé. Il aurait été atteint par un tir de l'armée loyaliste, selon un témoin. Les membres du Conseil de sécurité ont insisté sur le fait que les attaques contre les civils et les sites de l'ONU pourraient être considérées comme des crimes de guerre, a déclaré l'ambassadeur japonais à l'ONU. Le Conseil de sécurité est prêt à envisager d'augmenter les effectifs de l'UNMISS pour que la communauté internationale puisse mieux répondre à la violence au Soudan du Sud. Ces nouvelles violences coïncident avec le 5e anniversaire de l'accession à l'indépendance du Soudan du Sud. Elles font craindre une reprise des combats à grande échelle dans tout le pays, déchiré depuis 2013 par une guerre civile dévastatrice, ayant fait plusieurs dizaines de milliers de morts, opposant l'armée loyale au président Salva Kiir à des rebelles soutenant le vice-président Riek Machar. Un coup d'œil dans les colonnes des quotidiens pour finir. Et en ce premier jour de la semaine, les journaux reviennent sur le point de presse de l'unité d'action syndicale. Autre sujet d'intérêt, la reprise des combats au Sud-Soudan. Toubou Meveline Dabiré. Les quotidiens de ce jour rapportent le point de presse animé ce 8 juillet par l'unité d'action syndicale à Ouagadougou. Principale information de ce point de presse, la légitimation des Kolwero. Pour ce syndicat, tout citoyen a le droit de se défendre contre les malfaiteurs, rapporte Notre Temps. Puis, dans les colonnes du pays, l'unité d'action syndicale déclare « Nous condamnons les exactions et les brebis galeuses qui portent atteinte aux droits humains. Les Kolwero ne sont pas des parias », conclut le syndicat dans Notre Temps. En page internationale, le Soudan du Sud fait encore parler de lui. Les quotidiens de ce jour informent que ce 5e anniversaire de l'indépendance du Soudan du Sud a été sanglant. En effet, écrit Sidoya, les combats ont repris dimanche à Juba entre forces régulières et ex-rebelles, faisant 150 morts à la veille du 5e anniversaire de l'indépendance du dernier né des États de la planète, précise le quotidien d'État. 5 ans d'indépendance essentiellement marqués par une guerre civile de 2 ans et demi qui a du mal à connaître son épilogue, explique le pays. Ce quotidien constate alors que ces 5 ans d'indépendance ont été 5 ans de malheur. Avec cet anniversaire sanglant, c'est reparti une nouvelle fois pour une crise et jusqu'où
interroge l'observateur Palga qui conclut « Il y a de quoi craindre pour l'avenir malgré les pressions de la communauté internationale ». Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Dans quelques instants, votre magazine des sports avec Jérôme Tchandrbeogo. Restez fidèles donc au programme de la télévision du Burkina.